Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce direct organisé par la revue Progressiste. Donc, c'est la revue des sciences, du travail et de l'environnement qui est éditée par le Parti communiste français. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean Poitou, qui est climatologue, président du conseil scientifique de l'association Sauvons le climat et co-auteur du livre Le climat, la terre et les hommes. Donc, Jean Poitou interviendra ce soir autour du thème La machine climatique, fonctionnement, vocabulaire et décryptage des discours. Et ensuite, donc, on aura un temps d'échange collectif où Pépino, pour la revue Progressiste, posera des questions. Et vous, téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez des questions au fil de l'intervention, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire de la vidéo. On n'hésitera pas à les poser à notre intervenant. Bonjour. Donc, nous sommes dans la suite du cycle Urgence climatique, un défi scientifique, politique et social. Donc, nous sommes très heureux d'avoir Jean Poitou avec nous ce soir. Je vous présente le numéro de Progressiste du dernier trimestre 2019 où il est intervenu avec un article très intéressant sur les problématiques du climat. Je vous présente aussi son livre, comme il a été annoncé par Fanny. Donc, c'est un livre publié par EDP, très intéressant aussi, qui approfondit les choses sans faire de formalisme mathématique, mais avec beaucoup d'informations qui sont éclairantes. Et je termine par vous présenter le dernier numéro de la revue qui vient de paraître. Donc, il y a un focus très fort sur l'hôpital, et je crois que c'est vraiment une question qui est au centre des, disons, des préoccupations actuelles. Voilà. À la fin de notre séance, donc, nous aurons une partie questions. Et puis, je rappellerai tout à la fin la suite de notre cycle qui va se poursuivre les prochains mois. Et voilà. Et puis, la parole maintenant est à monsieur Jean Poitou. Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous qui me regardent. Je remercie beaucoup les gens de Progressistes de m'avoir invité à parler du climat. Ce dont je vais vous parler ce soir, c'est d'abord essayer de vous faire comprendre comment fonctionne le climat. C'est quelque chose dont on parle, à mon avis, pas assez souvent. Bon, on parle beaucoup de la façon dont il évolue. Je parlerai de son évolution aussi, bien sûr, mais souvent, on fait comme si les gens savaient déjà comment ça marche, et je crois que mon expérience d'échange avec les uns et les autres montre que ce n'est pas vraiment le cas. Et donc, c'est pour essayer de pallier cette lacune que j'ai écrit le livre dont vous a parlé Pépino il y a quelques instants. Et le début donc de ma conférence sera consacré à des choses une petite partie des choses qui se trouvent dans ce livre, pas tout le livre bien sûr, parce que ce serait beaucoup trop gros. Alors, où est-ce qu'il est? Ici, voilà. Si je reviens au début. Voilà, donc comme cela vous a été dit, je suis climatologue, en fait climatologue en retraite depuis un certain nombre d'années. Je travaillais au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement à Saclay. Les co-auteurs de mes livres, puisqu'il y en a plusieurs, sont des chercheurs éminents de ce laboratoire. Je suis maintenant en retraite depuis de nombreuses années, mais je continue à m'intéresser beaucoup au climat, à me tenir au courant, puisque je suis effectivement président du conseil scientifique de l'association Sauvons le climat, association qui essaye de donner des informations scientifiquement justifiées, scientifiquement vérifiées sur l'évolution du climat et les façons qu'on peut avoir d'y faire face, surtout de limiter ce réchauffement. Alors donc, pour commencer, je vais vous expliquer un certain nombre de mécanismes qui font marcher le climat. Il faut d'abord évidemment situer les acteurs. Bon, la Terre, une sphère en rotation. Il est important de noter, je crois que la figure que vous voyez
figure que vous voyez en haut à droite vous montre la Terre. Vous voyez aisément que la plupart des continents se trouvent en fait dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud étant surtout occupé par des océans. Ça a une importance considérable pour l'évolution du climat. Alors, l'énergie qui fait marcher le climat, l'énergie que nous recevons, que nous utilisons, elle vient à plus de 99,9% du Soleil. Comme elle vient du Soleil et que la Terre est une sphère, évidemment, le même rayon de Soleil qui arrivera à l'équateur ou à des plus hautes latitudes, il ne couvre pas du tout la même surface au sol. Si on appelle une surface unité au niveau de l'équateur, la surface touchée à l'altitude de Bordeaux, ce sera plutôt 1,4 fois l'unité, et à Oslo, c'est 2 fois l'unité, c'est-à-dire que la même quantité d'énergie arrive sur une surface beaucoup plus faible. Bon. Comment fonctionne le climat? Il est évident que s'il repart moins d'énergie que ce qui arrive, la Terre va se réchauffer. S'il en repart plus, la Terre va se refroidir. Le climat est à peu près à l'équilibre, au moins en moyenne, s'il repart autant d'énergie qu'il en arrive. Alors, qu'est-ce qu'on observe en fonction de la latitude? Eh bien, c'est qu'aux basses latitudes, on reçoit beaucoup plus d'énergie qui n'en repart vers l'espace. Ce sont des mesures effectuées par satellite depuis plusieurs décennies. Et en revanche, aux hautes latitudes, il repart beaucoup plus d'énergie qu'il en arrive du Soleil. Donc ça veut dire que l'énergie, elle ne repart pas vers l'espace de l'endroit où le Soleil l'a apportée, elle repart en moyenne de latitude plus haute, ce qui veut dire que l'énergie est transportée vers les plus hautes latitudes. Alors ce transport d'énergie, en fait de chaleur, de la zone équatoriale vers les pôles, elle se fait naturellement par les fluides qui entourent la Terre, c'est-à-dire par les vents dans l'atmosphère, par les courants marins. Alors dans les courants marins, il y a un courant particulier, que les courants marins, les courants en surface, on en a tous entendu parler, on a tous entendu parler du Gulf Stream, par exemple, qui nous apporte de la chaleur. L'océan est couvert de courants dans tous ces bassins, mais il y a un courant dont on ne parle pas, dont on ne parle pas assez, mais qui joue un rôle important, c'est la circulation profonde, c'est-à-dire le courant qui a lieu au fond de la mer. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous avez ici, sur cette carte de la Terre, vous avez l'eau emportée vers les hautes latitudes de l'Atlantique par le Gulf Stream. En fait, le Gulf Stream, il reboucle plutôt directement ici entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, mais il y a toute une partie qui repart vers le nord. Et là, il n'y a pas de grands courants descendants pour ramener l'eau. On n'a jamais vu que les basses latitudes se vidaient de leur eau et que les hautes latitudes allait finir par déborder, c'est-à-dire que l'eau, il faut bien qu'elle revienne. Et comment est-ce qu'elle revient? C'est un phénomène particulier qui est la circulation qu'on appelle thermohaline, parce qu'elle a pour moteur les différences de densité qui sont liées aux différences de température, différences de salinité. Ça se passe de quelle façon? L'eau qui arrive ici par le Gulf Stream, qui monte vers le nord, elle a fait un long trajet. Pendant ce long trajet, il y a une forte évaporation. Une forte évaporation et aussi une perte de chaleur en même temps. Donc, on a une eau qui se refroidit et qui devient de plus en plus salée. Quand elle arrive dans les régions où se forme de la glace, alors là, on a un phénomène très particulier, c'est que la cristallisation de l'eau de mer a tendance à évacuer le sel. Le sel reste de préférence dans la phase liquide et pas dans la phase solide. Donc, on se retrouve avec une eau qui est très froide et qui est très salée, donc qui est très dense. Que fait cette eau? Elle plonge jusqu'au fond de l'océan. Voilà, ça se passe ici, par exemple, où là, elle plonge jusqu'au fond de l'océan, et au fond de l'océan, elle va entamer un très long périple qui va la faire descendre jusque tout au sud de l'Atlantique, à la limite de l'Antarctique. À la limite de l'Antarctique, elle va faire plusieurs fois le tour de l'Antarctique, tranquillement, au fond de l'océan.
Et puis, petit à petit, elle va repartir dans les différents bassins où elle va diffuser, remonter petit à petit pour rejoindre la surface, rejoindre les courants d'eau chaude qui finalement finiront un jour par la ramener dans le Grand Nord. Ce cycle complet qu'on appelle la courroie de transmission de la circulation océanique, ce cycle complet, il peut durer, c'est ce qu'on a déterminé en suivant des gouttes d'eau dans des modèles de transport, il peut durer jusqu'à 1000 ans. C'est très long, ça veut dire que ce que l'océan enferme au niveau des pôles, il y a des plongées ici, il y en a là, et il y en a également au voisinage de l'Antarctique, bien sûr. Ce qui est mis au fond de l'océan au niveau des pôles, ça peut rester très longtemps dans l'océan avant de revenir à la surface et qu'on le détecte de nouveau. Alors, un autre phénomène, un autre processus qui est très important pour le climat, qui va avec l'océan et l'atmosphère, c'est le cycle de l'eau. On a évaporation d'eau essentiellement au niveau des océans, mais aussi, bien sûr, sur les continents et particulièrement au niveau de la végétation. L'évaporation de l'eau, c'est un processus qui absorbe de la chaleur. C'est pour ça que l'eau se refroidit par évaporation. C'est pour ça que nous transpirons quand nous avons trop chaud, parce que nous transpirons pour pouvoir évaporer de la sueur, évaporer de l'eau et donc nous rafraîchir. Et donc, on a de la chaleur qui est dite latente, parce qu'on ne sent pas directement que c'est chaud, qui est en fait contenue dans la vapeur. La vapeur monte en altitude, ne serait-ce que parce qu'elle est moins dense que l'air, et puis aussi par convection, et elle est transportée, la vapeur est transportée, et quelque part, elle va se condenser, et donne lieu à des précipitations, et là où elle se condense, eh bien, elle restitue la chaleur qu'elle avait emmagasinée pour se vaporiser. Donc, on a ici tout un transport important de chaleur depuis l'endroit où il y a eu l'évaporation jusqu'à l'endroit où il y a condensation. Et puis ensuite, par précipitation, l'eau donc retombe au sol, ruisselle ou s'écoule en souterrain pour retourner finalement à l'océan. Voilà. Et ça, c'est donc un processus très important pour le transport de chaleur de l'équateur vers les pôles en particulier. Alors, autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que puisqu'on a un système où on a l'océan et l'atmosphère qui jouent en même temps, ce sont des phénomènes, des milieux qui ont des caractéristiques physiques évidemment très différentes, puisqu'il y en a un qui est gazeux et l'autre liquide, qui ont des contraintes, par exemple la présence des continents très différentes. Le résultat, c'est qu'on a un système qui couple les deux choses avec nécessairement des oscillations pas très simples. Et ces oscillations, il y a un système d'oscillation océan-atmosphère qui est particulièrement étudié et bien connu, qui est le système El Niño-La Niña, qui se produit dans le Pacifique équatorial. Alors, quand on est en situation normale, c'est la figure du milieu ici, en situation normale, bon, on a les alizés qui soufflent donc de l'Amérique vers l'ouest du Pacifique, vers l'Australie, vers l'Indonésie. Ces alizés donc, provoquent une évaporation, on va avoir une quantité d'humidité importante qui va arriver à l'ouest du bassin pacifique, qui va donner lieu à de la convection importante, à des précipitations importantes. Associé à ça, on a une remontée d'eau froide, d'eau du fond de l'océan le long des côtes du Pérou, qui apporte des nutriments très utiles pour les poissons, les pêcheurs adorent. Alors, maintenant, tous les 3 à 7 ans, en gros, on a une modification de l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a les alizés qui s'affaiblissent, la remontée d'eau profonde qui disparaît, donc les zones de convection, de précipitation se déplacent vers l'ouest, éventuellement peuvent aller jusqu'au continent
américain, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est la situation El Niño. La situation El Niño se traduit donc par un océan. Vous avez ici la température de l'océan Pacifique équatorial, un océan qui est beaucoup plus chaud en moyenne qu'en état normal, ce qui se traduit d'ailleurs au niveau de la température globale de la Terre par une température plus élevée. Après un phénomène El Niño, on a souvent la partie inverse de l'oscillation, c'est-à-dire au contraire des alizés qui sont renforcés, donc des précipitations encore plus importantes ici, et une remontée d'eau froide nettement plus importante donc, sur le Pacifique équatorial, et donc température plus basse, et donc classiquement une température moyenne du globe qui est abaissée. Voilà. Alors, bon, je vous ai porté ici un indice classique de la présence d'El Niño ou La Niña, qui est en fait la température de l'eau de la surface de l'océan Pacifique dans cette région centrale-est du Pacifique. Donc à chaque fois qu'on est au-dessus, qu'on a une anomalie de température appréciable pendant plusieurs mois de suite, c'est qu'on a un phénomène El Niño. Quand il y a une anomalie négative, c'est un phénomène La Niña. Et alors, l'influence climatique sur les régions impactées directement par ce processus, on le voit très bien, par exemple, sur le désert d'Atacama au Chili, qui est un des déserts les plus arides du monde. Voilà comment il est en temps normal. Le gros El Niño qu'il y a eu sur 2015-2016 a apporté des pluies abondantes. Donc vous voyez l'effet sur ce relief qui est brutalement couvert de fleurs. En revanche, cette eau qui était arrivée sur le Pérou, bien évidemment, elle n'était plus sur l'Indonésie, et donc on a eu aussi des incendies de forêt qui étaient absolument monstrueux, et un certain nombre de forêts qui ont émis des quantités de CO2 tout à fait considérables par rapport à ce qui est émis normalement dans ces pays. Alors maintenant, on va voir des processus particuliers qui sont à l'œuvre dans le climat. On va en voir quelques-uns. Le premier, bien sûr, c'est l'effet de serre, dont vous avez tous entendu parler. L'effet de serre, hein, je ne vais pas vous détailler le fonctionnement de l'effet de serre parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, que ça me demanderait une demi-heure pour faire l'explication complète. De façon simple, le Soleil envoie de la lumière, donc de l'énergie sous forme lumineuse vers la Terre. Il y en a une partie qui est réfléchie vers l'espace, le reste est absorbé, donc ça apporte de la chaleur. Cette chaleur, il faut l'évacuer, donc on fait le bilan. Il arrive 340 watts par mètre carré, il repart 100 watts par mètre carré directement réfléchi. Donc il faut émettre 240. On applique les lois de la physique, 240 watts par mètre carré. Ça veut dire que la température du corps qui émet ça, elle doit être de moins 18 degrés. La température à la surface du globe, elle est beaucoup plus que ça, puisqu'elle est en moyenne de l'ordre de 15 degrés. Donc on a une différence de 33 degrés. Cette différence de 33 degrés, elle est due à un ensemble de processus dont on résume l'ensemble sous le nom d'effet de serre. Alors l'effet de serre, donc, c'est un processus tout à fait naturel, puisque s'il n'y avait pas d'effet de serre, à une température de moins 18 degrés, inutile de dire que la vie ne se serait pas développée comme elle est. On n'aurait vraisemblablement pas de vie telle que nous la connaissons sur Terre. L'effet de serre, il est dû à un certain nombre de gaz qui en fait absorbent le rayonnement infrarouge, ne laissent pas le rayonnement infrarouge sortir directement vers l'espace. Et parmi ces gaz, le plus important dans l'effet de serre naturel, c'est la vapeur d'eau. Plus de 60% de l'effet de serre naturel est dû à la vapeur d'eau. Le deuxième gaz, c'est le dioxyde de carbone. Et puis on a le méthane, l'ozone et les oxydes d'azote, l'oxyde nitreux.
si on essaye de voir ça de façon un peu plus chiffrée, bon, donc le rayonnement solaire incident, une partie est réfléchie par les nuages de l'atmosphère, une petite partie est absorbée par l'atmosphère, en particulier dans la stratosphère par les ultraviolets, par l'ozone qui absorbe les ultraviolets, et donc il en arrive en gros la moitié de ce qui est arrivé du Soleil hors de l'atmosphère est absorbé par la surface, une petite partie est réfléchie, et puis il faut évacuer le reste. Alors le reste, il y en a une partie qui repasse dans l'atmosphère sous forme de chaleur latente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou qui passe directement par conduction, chaleur sensible, redistribuée dans l'atmosphère par les phénomènes de convection, et puis on a émission de rayonnement infrarouge. Alors, on a du rayonnement infrarouge qui est émis par la surface, mais dont la plus grande partie est absorbée avant d'avoir quitté l'atmosphère. Il n'y a qu'une faible fraction qui réussit à sortir directement vers l'espace. Tout ce qui est émis vers l'espace est en fait émis essentiellement par l'atmosphère. L'atmosphère en émet vers l'espace, mais on émet aussi vers le sol. Et donc, pour avoir des bilans équilibrés, on doit évidemment émettre beaucoup plus d'infrarouge au niveau du sol que simplement ce qui vient du Soleil, puisqu'on doit réémettre aussi ce qui vient de l'atmosphère. Voilà. Donc, voilà en gros comment les choses se présentent. Et si on fait des bilans de tout ce qui est émis par les infrarouges, par la chaleur latente ou par la chaleur dite sensible, par conduction thermique, tout ce qui est émis par l'atmosphère, on s'aperçoit qu'en fait, dans le bilan, c'est la partie chaleur latente qui est le plus important, même si classiquement, on parle surtout des infrarouges. Bon. Alors, autre chose qui est très important qui joue un grand rôle sur le climat, c'est le pouvoir réfléchissant de la surface. Le rayonnement qui vient du Soleil, est-ce qu'il va être absorbé et transformé en chaleur, ou est-ce qu'il va être réfléchi? Et ça dépend beaucoup du type de sol. Les différentes vues que vous voyez ici, vous voyez que les arbres, la végétation, ça absorbe beaucoup, les prairies, ça absorbe beaucoup moins. Le sol nu, ou avec peu de végétation, il absorbe quand même pas mal. La neige réfléchit énormément. Vous avez les chiffres sur les côtés ici. La neige réfléchit entre 40 et 90% du rayonnement qui arrive, alors qu'une forêt de conifères, ça peut descendre en dessous de 10%. La surface de l'océan, c'est 6%. La banquise sur l'océan, c'est de la glace, ça fait 80 à 90% de réfléchi. Donc, vous voyez que ça fait des différences énormes et c'est très important pour les évolutions du climat. Globalement, la Terre, y compris l'atmosphère, renvoie donc 30% de la lumière venant du Soleil, la renvoie vers l'espace. Autre processus très important, c'est tout ce qui est rétroaction. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rétroaction? En fait, le climat, il façonne l'environnement, la végétation dépend du climat, en particulier la végétation, la faune aussi dépend du climat, bien évidemment. Le climat, par l'érosion, façonne aussi l'environnement. Et puis, cet environnement lui-même, il agit sur le climat. Bon, on vient de voir l'importance de l'albédo pour l'absorption de chaleur. Et donc on a une boucle où le climat agit sur l'environnement et l'environnement agit sur le climat. Et donc, les modifications apportées par le climat à l'environnement peuvent entraîner une modification du climat par l'environnement. Si la modification va dans le sens d'augmenter l'évolution du climat, on dit qu'on a une rétroaction positive. Si la rétroaction inhibe l'évolution du climat, c'est une rétroaction négative. Alors, je vais vous montrer deux types d'exemples. Premièrement, la vapeur d'eau. Si la température augmente, la température de la surface de la mer augmentant, l'évaporation augmente. L'évaporation augmente, or la quantité de vapeur d'eau qui peut être contenue dans l'atmosphère dépend de la température. Si la température augmente, l'atmosphère peut contenir davantage de vapeur d'eau
que ce qu'elle contenait auparavant. Donc, on va augmenter la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, mais la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Et donc, on va renforcer l'effet de serre et donc, on va renforcer l'augmentation de température. C'est une rétroaction positive. L'autre exemple, c'est l'action sur la banquise. Si vous avez une température, je vais prendre la colonne de droite, d'abord une température qui augmente, la banquise va fondre. Vous allez voir tout à l'heure que c'est ce qu'on observe actuellement. La banquise fond, ça veut dire qu'il y aura moins de glace, une surface de glace plus faible, donc un pouvoir réfléchissant plus faible. Donc on va absorber, comme l'océan absorbe énormément de rayonnement lumineux, on va absorber beaucoup plus de rayonnement lumineux, donc on va transformer en chaleur, donc on va augmenter la température. C'est une rétroaction positive. Si en revanche la température décroît, on va former plus de glace, donc on va augmenter le pouvoir réfléchissant, et donc on va absorber moins de rayonnement solaire, on va faire baisser la température. Voilà. Alors, avec tout ça, maintenant, on peut regarder ce qui arrive à la Terre. Actuellement, la Terre est en train de se réchauffer, et la plus belle façon, la façon la plus simple de le montrer, c'est cette courbe d'évolution de température mesurée par l'ensemble des systèmes météorologiques depuis 1880, où on voit qu'on a effectivement une température qui ne cesse d'augmenter. Alors, le climat qui est quelque chose qui est assez chaotique. Vous avez les points, chaque point correspond à une année, la température moyenne d'une année. Vous voyez, d'une année sur l'autre, ça varie beaucoup. Voir une tendance sur une courbe qui fluctue beaucoup, c'est pas très facile. Donc, on fait des moyennes pour essayer d'y voir plus clair. Moyenne sur 12 mois, les 12 mois autour de la date considérée, c'est la courbe en bleu qui est encore oscillante. Pour voir les choses beaucoup mieux, on fait une moyenne sur une période plus longue et maintenant on aime bien prendre une période de 132 mois, c'est-à-dire 11 ans, c'est-à-dire la durée du cycle solaire pour ne pas être influencé justement par les petites variations de température liées à ce cycle solaire. Voilà. Et donc, ça donne la courbe en rouge, vous voyez ici, donc, qui est alors évidemment, elle ne va pas jusqu'au bout puisqu'il faut 132 mois autour de la date considérée pour pouvoir mettre le point, bien sûr. Si on analyse cette courbe sur les dernières décennies, par une droite, voilà, c'est la droite qui est indiquée ici en vert, ça donne une pente de 0,18 degrés d'augmentation par décennie. Et quelque chose qu'on peut facilement remarquer sur cette figure, c'est que depuis 1970, chaque décennie est plus chaude que toutes les décennies qui l'ont précédée. Donc on a vraiment un réchauffement continu. Alors, ce réchauffement, il a des effets qui se voient bien. Le premier, dont on parle souvent, c'est la diminution, la fonte de la glace et de la neige. Vous avez ici plusieurs exemples. L'évolution de la surface de la banquise de l'Arctique. Chaque courbe, c'est les valeurs mensuelles. Donc, septembre, correspond à la fin de l'été, à la fin de la période de fonte, c'est là évidemment où il y a le moins de glace. Août, octobre, juillet, etc. Et puis là où il y a le plus de glace, c'est à la fin de l'hiver, en mars. Et ce qu'on voit, c'est que quel que soit le mois, on a vraiment toujours une décroissance de la quantité de banquise qui est présente, et c'est une décroissance importante, puisque, vous voyez, par exemple, en septembre, ici, on est peut-être parti de quelque chose qui était de l'ordre de 7 millions de kilomètres carrés, et on a abouti à quelque chose qui est de l'ordre de 4 millions de kilomètres carrés. C'est énorme. C'est une baisse énorme. Plus près de ça, près de chez nous, donc dans l'hémisphère nord, on constate que les surfaces enneigées au printemps sont en constante diminution. Si on regarde les glaciers, alors les glaciers, c'est très spectaculaire. Le glacier d'Argentière, photographié en 1896, vous voyez, qui descendait jusque dans la vallée, menaçait même le village en bas. Photo prise au même endroit en 1995,
XV, un siècle plus tard, le glacier, ben, il est toujours là, mais il faut le chercher. Il est loin en arrière. Si on prend un glacier continental dans l'Alaska, le glacier Muir, voilà comment il était en 1941. 60 ans plus tard, il y a un beau lac, le glacier, il est encore là, il est encore au fond, mais il n'y a plus grand-chose. La tête du glacier a reculé de 12 km et l'épaisseur du glacier a diminué de 800 mètres. Donc ça, c'est l'effet sur la neige, la glace, sur ce qu'on appelle la cryosphère, tout ce qui est gelé. Sur la végétation, il est bien connu de tous les viticulteurs que les vendanges sont de plus en plus précoces. Vous avez ici un exemple de vendange à Châteauneuf-du-Pape avec les mêmes cépages depuis 1950 jusqu'à ici, on va dans les années 2000. Vous voyez une vendange de plus en plus précoce. Vendange avancée de 11 jours à Saint-Émilion, 2 semaines en Champagne, 3 semaines à Châteauneuf-du-Pape. On observe ça vraiment sur tous nos vignobles. Les gens qui cultivent les fruits savent bien que les floraisons des arbres fruitiers sont de plus en plus précoces. Et on constate aussi que les cultures progressent vers des plus hautes latitudes. Toutes les cultures ont tendance à migrer petit à petit vers le nord ou monter vers les plus hautes altitudes. C'est très bien observé, par exemple, pour les hêtres dans les Pyrénées. Sur la faune, il y a aussi des effets très spectaculaires. Si on prend le cas des oies cendrées, les oies cendrées sont des animaux qui aiment bien avoir pas trop froid à l'hiver. Dans les années 1950, les oies cendrées, il n'y en avait aucune qui passait l'hiver en France. Elles allaient au Maroc ou éventuellement, s'il faisait suffisamment chaud, elles s'arrêtaient en Espagne, mais elles ne restaient pas en France. En 2011, on dénombrait 28 000 oies cendrées qui passaient l'hiver en France. Donc, vous voyez, c'est vraiment forte sensibilité au changement de climat. La répartition de la chenille processionnaire ne cesse de monter vers des plus hautes latitudes en France. Il faut savoir que ce qui limite l'extension de la chenille processionnaire, c'est la température qu'elles subissent en hiver. Si les larves ne peuvent pas se développer en hiver, les chenilles disparaissent. Vous voyez que la zone où elles peuvent subsister l'hiver est de plus en plus étendue vers le nord. Et puis, si on regarde ce qui se passe dans l'océan, les pêcheurs dans la Manche savent qu'ils trouvent assez fréquemment dans leurs filets des sards ou des balistes, qui sont des poissons qu'on ne trouvait il y a quelques décennies sur nos côtes que dans la Méditerranée. Alors ce réchauffement, il a un impact qui est majeur sur l'océan mondial, sur le niveau de la mer de l'océan mondial, puisqu'on a une augmentation de température, donc une dilatation thermique de l'eau qui fait monter le niveau, et puis s'y ajoute, et particulièrement depuis le début du siècle, s'y ajoute tout ce qui provient de la fonte des glaciers continentaux ou des glaciers polaires, qui fait qu'on voit très bien sur la courbe de montée du niveau des mers un accroissement de la vitesse de montée du niveau de la mer. Alors, il ne faut pas s'imaginer une montée de 3 cm par an, ça on dit 30 cm en un siècle. Qu'est-ce que c'est 30 cm? Les 30 cm, c'est en moyenne, mais ce n'est pas du tout 30 cm partout. Vous avez ici la carte qui montre la répartition géographique de l'élévation du niveau de la mer. Et vous voyez qu'il y a des régions où les courants marins apportent de l'eau chaude, des régions qui sont bien chauffées. Le résultat, c'est qu'on a dans ces régions une augmentation du niveau de la mer qui est beaucoup plus rapide que dans d'autres régions qui, au contraire, ont des eaux qui restent froides. Vous voyez, sur la côte, sur le Pacifique, près des côtes d'Amérique du Nord, l'élévation du niveau de la mer est
est faible, voire négative, alors que sur les États insulaires du Pacifique, alors là on a des montées qui sont absolument colossales, qui dépassent 10 cm par an. Pourquoi l'océan se réchauffe si vite que ça? Parce qu'en fait, une grande partie de la chaleur qui est apportée en excès par le Soleil, en excès à cause de l'effet de serre, elle est stockée dans l'océan de surface, et on voit que la quantité de chaleur stockée dans l'océan de surface ne cesse d'augmenter. Et alors, un autre effet qui n'est pas directement climatique, un autre effet de l'augmentation du CO2, dont j'en reparlerai tout à l'heure, c'est le fait qu'on apporte donc à l'océan un surcroît de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, il y a un siècle, on appelait ça l'acide carbonique, parce que quand il se dissout dans l'eau, évidemment, il acidifie cette eau, et donc on a une baisse du pH, une acidification de l'eau de l'océan. Et une acidification de l'océan, ça veut dire que l'océan arrive maintenant à dissoudre un certain nombre de variétés de carbonate de calcium, ce qui pose évidemment des gros problèmes pour la survie, de la reproduction de tout ce qui a un extérieur carbonaté dans l'océan, c'est-à-dire le plancton, un certain nombre de mollusques, un certain nombre de coraux, qui sont tout ça des espèces d'importance tout à fait majeure dans le cycle de la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, on a vu qu'il y a un réchauffement. Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est dû à autre chose? Bien, pour le savoir, jetons un petit regard sur l'histoire passée du climat de la Terre. Alors là, vous avez une courbe extrêmement schématique. Hein. Il faut surtout pas essayer de voir des valeurs précises, des variations rapides, des choses du genre. C'est juste pour montrer qu'il y a eu un certain nombre d'épisodes dans l'histoire de la Terre qui ont été très différents de ce qu'il y a actuellement. Par exemple, il y a 600 millions d'années, on avait une Terre qui était quasiment entièrement, au moins les continents entièrement couverts de glace et peut-être sans doute aussi une partie de l'océan qu'on appelait la Terre boule de neige. Ça, c'est il y a 600 millions d'années. Il y a 360 millions d'années, en revanche, il faisait plutôt chaud. C'était à l'époque du début du Carbonifère. Donc, on a un climat chaud et humide, donc c'est très bien d'après les fossiles de fougères qu'il y a dans tous les charbons, fougères qui ne prolifèrent que dans ce genre de climat. Il y a 90 millions d'années, il faisait chaud sur toute la Terre. On a eu très chaud il y a 50-60 millions d'années, vers le moment de la disparition d'ailleurs des dinosaures. Et puis en revanche, il y a depuis 3 millions d'années, alors c'est ce qu'on a ici maintenant, on a des alternances de périodes glaciaires où normalement la Terre telle qu'on la connaît actuellement est une Terre plutôt froide avec 2 calottes de glace, une sur le Groenland et une sur l'Antarctique. Et dans les périodes glaciaires, on a en plus une énorme quantité de glace qui va se former sur tout le nord de l'Europe, en particulier la Scandinavie, mais pas seulement, et une énorme calotte de glace qui va se former aussi sur le nord de l'Amérique. Et donc, depuis 3 millions d'années, on a des alternances glaciaires et interglaciaires. Alors, on sait qu'on a eu ces glaciers parce qu'ils ont laissé des traces, des blocs de pierre qu'on retrouve à des endroits où ils n'ont géologiquement strictement rien à faire. Donc, ils ont été apportés, et ils n'ont pas été apportés par les eaux parce qu'ils seraient usés et ils ne sont pas du tout, comme vous pouvez le voir. Et puis, on a aussi toutes les moraines laissées par les glaciers qui ont disparu. Donc on sait qu'il y a eu ces périodes glaciaires, et ces périodes, on peut les étudier, on peut en avoir des indications grâce au forage qu'on fait dans les glaces polaires, et en particulier dans les glaces de l'Antarctique. Dans les glaces de l'Antarctique, on va creuser la glace, extraire une carotte qui va jusqu'au socle rocher ou
ou selon l'endroit jusqu'au lac qui est sous la glace, donc 3 km d'épaisseur de glace. Cette glace, on peut déterminer à quelle température elle a été formée, à quelle température était la neige qui l'a formée en se déposant. Ça, c'est d'après la composition isotopique, c'est-à-dire, vous savez que chaque élément existe dans la nature sous plusieurs formes isotopiques, c'est-à-dire que leur noyau a un nombre de neutrons qui peut être un peu variable, et la composition isotopique, on a pu montrer, calibrer, que c'était un thermomètre qui permettait de savoir à quelle température s'est formée la neige qui s'est déposée pour faire la glace. Et donc, vous avez ici l'évolution de température mesurée sur un carottage de l'Antarctique, ici à l'emplacement qui s'appelle Dôme C, au cours des 800 derniers millions d'années. L'époque actuelle, c'est ici. Alors, un des gros intérêts de la glace, ça c'est la station qui, justement, où vous faites ce carottage. Un des gros avantages de la glace, qui se forme de cette façon-là, c'est que la neige, donc, en s'entassant, emprisonne des bulles d'air, et ces bulles d'air, on peut les analyser, ces bulles d'air, elles ont la composition de l'atmosphère telle qu'elle était à l'époque où cet air a été emprisonné. Donc, en analysant la composition de cette atmosphère, de cet air, de cette petite atmosphère, on connaît la composition, la concentration d'un certain nombre de gaz dans l'atmosphère à l'époque. Donc, vous avez ici la concentration en dioxyde de carbone, évoluant au cours de ces 800 millions d'années, la concentration en méthane. Vous voyez que ces courbes de concentration suivent assez fidèlement les courbes de température. C'est une des indications qu'on a pu avoir de l'importance de l'effet de serre sur le climat. On peut noter au passage que voilà, donc, par exemple, pour le dioxyde de carbone, ce qui a été mesuré donc pour les 800 derniers millions d'années, et voilà. Et du fait des activités humaines, voilà à quel niveau on en est arrivé maintenant. Et qu'on a eu une augmentation tout à fait importante. Et pour le méthane, l'augmentation est encore bien plus importante. Avec tout ça, quand on forme cette quantité de glace qui est énorme, puisqu'on avait des calottes de glace qui faisaient 3000 mètres d'épaisseur, il faut bien prendre l'eau quelque part. L'eau prise quelque part, où elle peut être prise, mais c'est évidemment là où il y a de l'eau, donc c'est sur l'océan. Et le niveau de la mer était, par exemple, au paroxysme de glaciation il y a 20 000 ans, il était 120 mètres plus bas qu'actuellement. Ça fait une quantité de glace tout à fait considérable. Si vous regardez à quoi pouvait ressembler la Terre vue de l'espace, alors à droite ici, c'est la Terre telle qu'on la voit actuellement, vue de l'espace. Donc le pôle Nord recouvert de glace, un peu de banquise, voilà. Et la même Terre telle qu'on aurait pu la voir si on avait vu un satellite il y a 20 000 ans pour l'observer, voilà, vous voyez la différence considérable d'étendue de glace. Donc 3 km d'épaisseur de la glace qui descendait pratiquement ici jusqu'à la latitude de New York, en Amérique, la glace qui arrivait au nord de l'Allemagne, en Europe. Et pour former toute cette glace, pour faire un océan 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui, la différence de température moyenne de la Terre entre actuellement et cette époque, c'est juste 4 ou 5 degrés, pas plus. 4 ou 5 degrés, ça fait une différence absolument colossale. Et évidemment, inutile de dire que la végétation n'avait à l'époque rien à voir avec ce que nous connaissons actuellement. Alors, qu'est-ce qui provoque ces glaciations? Mais en fait, c'est quelque chose qui est lié aux fluctuations de l'orbite terrestre. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, mais il faut savoir que la Terre décrit une ellipse autour du Soleil, que cette ellipse, elle est plus ou moins circulaire ou plus ou moins allongée. C'est caractérisé par ce qu'on appelle son excentricité, qui varie au cours du temps. Pourquoi? Parce que la trajectoire de la Terre, elle ne dépend pas que de la Terre et du Soleil, mais elle dépend aussi des autres planètes, qui vont déformer tout ça.
on va avoir aussi une variation de ce qu'on appelle l'obliquité, c'est-à-dire l'angle entre l'axe de rotation de la Terre et puis la perpendiculaire au plan de l'écliptique, au plan de l'ellipse de la trajectoire de la Terre autour du Soleil. Cet angle varie un peu. Et puis, comme tout système qui tourne gentiment en étant oblique comme ça, eh bien, il se met à faire un mouvement de toupie, qui va avoir pour effet de déplacer la Terre, déplacer en fait les saisons sur l'ellipse. Et donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène de précession. Et donc, on parle de précession des équinoxes parce que selon l'endroit où ça se trouve sur l'ellipse, bien évidemment, on peut avoir l'équinoxe. L'équinoxe varie au cours du temps pour à certains moments être. Si je prends plutôt les solstices, on peut avoir le solstice, on ne parle pas sur des équinoxes, mais c'est plus intéressant de parler des solstices parce qu'on peut avoir le solstice d'été qui soit dans certains cas, donc à certaines périodes très proches relativement du Soleil, et le solstice d'hiver qui soit loin, et un certain nombre d'années plus tard. Un certain nombre d'années, c'est typiquement 20 000 ans plus tard, entre 19 et 23 000 ans plus tard, on aura une situation inverse. Le solstice d'hiver sera plus proche du Soleil et le solstice d'été plus loin. Vous avez ici les courbes de variation. Et en fait, le paramètre clé pour ces glaciations, c'est la quantité de soleil qui arrive en été dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Et si on fait le calcul les astronomes qui ont fait les calculs ont calculé que pour qu'on ait de nouveau des conditions telles qu'on puisse avoir une glaciation, eh bien, ça ne se produira pas avant au moins 50 000 ans. Ça, c'est important à savoir parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais on a eu notre dernière glaciation il y a 100 000 ans, donc maintenant, on va en avoir une rapidement, donc on n'a pas à s'inquiéter du réchauffement. Même si on doit s'inquiéter parce que la prochaine glaciation, elle va se faire attendre longtemps. Alors, c'est intéressant de voir comment se forme une glaciation. Pour former une glaciation, qu'est-ce qu'il faut? Ben, c'est simple, il faut qu'on mette beaucoup de neige là où c'est possible, donc sur les continents du Grand Nord. Sur l'Antarctique, il y en a déjà, donc ce n'est pas la peine. Sur les continents du Grand Nord, mettre de la neige, mettre suffisamment de neige pour qu'il en reste toute l'année. Qu'il reste en été. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de neige qui arrive. Donc, il faut que les hivers soient relativement doux pour que ce soit bien humide. Et il faut que les étés soient frais pour que tout ne fonde pas. Ça veut dire qu'il faut que le solstice d'hiver soit le plus proche possible du Soleil, avec le solstice d'été le plus loin possible du Soleil. Donc une distance Terre-Soleil plus courte en hiver, hein. Donc un hiver relativement doux, un été relativement frais, et il faut que l'inclinaison de l'axe de la Terre soit relativement faible pour que le contraste entre hiver et été soit réduit. Alors comment ça se passe? Bon, j'ai écrit ça là-dessus. Donc vous avez un sol qui reste enneigé l'été. Un sol enneigé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a comme conséquence qu'on va augmenter le pouvoir de réflexion de la surface. On va réfléchir davantage à la lumière du soleil, donc on va absorber moins de chaleur, donc on va refroidir localement le climat. Le climat se refroidit, ça veut dire que la végétation, là où il y avait de la forêt boréale, la taïga, la forêt boréale, c'est trop froid pour elle, et donc elle fait place à la petite végétation chétive, la toundra. Végétation chétive, ça veut dire de nouveau, on fait augmenter l'albédo, on fait diminuer la chaleur stockée par le soleil. Donc, on refroidit le climat régionalement. Et puis, parallèlement, comme on refroidit, on fait plus de banquise. Et comme on fait plus de banquise, comme je l'ai dit tout à l'heure, on diminue, on augmente la quantité de rayonnement lumineux, ce rayonnement solaire réfléchi, diminue l'absorption, donc on ne réchauffe plus. Et en plus, la glace, c'est un bon couvercle, donc ça empêche la mer
de céder de la chaleur à l'atmosphère. Donc, on a encore refroidi. Comme on a beaucoup refroidi, les propriétés de solubilité des gaz dans l'eau font qu'on va dissoudre davantage de CO2, de dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone va être emporté par la circulation thermohaline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la circulation profonde, va être emporté et stocké au fond de l'océan. Donc, on aura moins de CO2 dans l'atmosphère, donc on va augmenter l'effet de serre. On va diminuer l'effet de serre, pardon, moins de CO2. On diminue l'effet de serre, donc, cette fois-ci, on va refroidir le climat, non plus seulement localement, mais globalement. Un climat global plus froid, ça veut dire qu'on va avoir une activité des micro-organismes qui sera réduite, donc on va produire moins de méthane, mais ça veut dire aussi qu'on aura moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, donc dans les deux cas, on diminue la quantité de gaz à effet de serre et donc on refroidit encore le climat global. Voilà comment on fait des glaciations aussi importantes que ce qu'on a pu constater avec 3000 mètres de glace d'épaisseur sur tout le nord de l'Amérique, sur tout le nord de l'Europe, et le niveau de la mer 120 mètres plus bas en moyenne. Alors le réchauffement, qu'est-ce qui peut causer le réchauffement actuel? Je viens de parler du rôle de l'orbite terrestre, le rôle de l'orbite terrestre qui était le déclencheur des glaciations. On le sait bien, les calculs astronomiques sont clairs, c'est quelque chose qui joue sur quelques dizaines de milliers d'années. C'est donc pas du tout l'échelle de ce qu'on a actuellement. Ce qu'on a actuellement, vous avez ici les variations de température mesurées, c'est ici des moyennes mensuelles, c'est pour ça que c'est très chahuté, mais vous voyez très bien l'évolution globale. Alors, donc, si ce n'est pas l'astronomie, est-ce que c'est les variabilités propres du climat? Bon, on connaît bien, on étudie beaucoup, on connaît bien maintenant l'oscillation El Niño-La Niña. L'oscillation El Niño-La Niña, on calcule, on connaît son effet, voilà, c'est l'effet, donc l'évolution de l'effet au cours du dernier siècle. Vous voyez que ça ne reproduit pas du tout la courbe observée. Alors les volcans, ça joue un rôle sur le climat parce qu'une éruption volcanique importante, ça envoie des particules dans la stratosphère, ou dans la stratosphère, elles peuvent y séjourner jusqu'à 1 ou 2 ans, et pendant tout le temps qu'elles y sont, elles font un écran, elles empêchent de la lumière solaire d'arriver sur Terre. Donc à chaque fois qu'on a une éruption importante, eh bien, on a une baisse notable de la température globale, mais qui ne dure pas le temps que les particules retombent. L'évolution du rayonnement solaire. Le rayonnement solaire, il y a son fameux cycle de 11 ans, qu'on met facilement en évidence par le nombre de taches solaires. Bon, le cycle de 11 ans, c'est un effet visible. Voilà la courbe, ce que ça donne. Et encore une fois, ce n'est pas ça qui va pouvoir expliquer ce qui se passe. Et en fait, il faut prendre en compte les facteurs anthropiques, l'effet des activités humaines qu'on a calculé en fonction de tout ce qui est émis. C'est la courbe qui est ici. Et donc, si on ajoute l'ensemble de ces courbes, on retrouve bien, donc ici, les résultats des modèles, c'est ce qui est en rouge sur cette figure ici. Vous voyez qu'il faut vraiment prendre en compte les activités humaines pour expliquer la variation du climat. Alors, cette variation, elle est due à quoi? Eh bien, les climatologues sont pratiquement unanimes pour dire que c'est clair, c'est l'effet de serre, c'est ce que donnent les calculs. Et dans cet effet de serre, additionnel, ce qu'on a ajouté, eh bien, le CO2 joue le rôle fondamental, 65%. Et le CO2, vous avez ici la courbe qui montre l'évolution du CO2 mesuré depuis 1958 sur le volcan Mauna Loa à Hawaï. Pourquoi à cet endroit-là? Parce que c'est un endroit qui est loin des activités humaines. Et donc, ce qu'on mesure, c'est bien le fond de l'atmosphère et non pas ce qui est apporté par les transports, par l'industrie, etc. Et donc, vous avez cette très belle courbe avec les fluctuations saisonnières normales qui sont dues au fait que la végétation absorbe du CO2 en été, mais en émet par sa respiration en hiver. Et vous voyez, une très belle courbe de montée. Et on constate, si on fait la même mesure sur la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, qu'il y a une baisse. Alors, elle est infime, parce que le chêne, il y en a énormément,
on a une baisse correspondant de la quantité d'oxygène présente dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui émet? Qu'est-ce qui devient alors, je vais me concentrer là un peu sur le CO2, non pas qu'on oublie les autres gaz à effet de serre, mais on se concentre sur le CO2 parce que c'est celui qui est le plus important dans l'effet de serre additionnel. Donc, en fait, 90% du CO2 émis par l'homme, il est par l'utilisation des combustibles fossiles. Il y a quand même 10% qui provient du fait qu'on fait de la déforestation. On déforeste, ça veut dire qu'on va enlever du bois, on va en brûler une partie, mais on va aussi détruire ou provoquer la destruction de tout le bois qui est stocké en sous-sol, qui est les racines, qui est tous les micro-organismes qui vont avec, qui vont se décomposer et émettre du dioxyde de carbone et du méthane d'ailleurs. Alors, où va tout ce CO2 émis par l'homme? Eh bien, il y en a donc 46% qui va rester dans l'atmosphère. Il y en a 28% qui va être capturé par la végétation pour son développement. Alors, 28%, ça varie d'une année à l'autre, ça dépend des conditions météorologiques. Et puis, il y en a 26% qui va être stocké, dissous, stocké dans l'océan. Donc, en gros, il reste une petite moitié dans l'atmosphère et il y en a en gros un quart qui part dans la végétation, un quart dans l'océan. Quelles sont les activités qui sont émettrices? Alors là, on va séparer les différents gaz. Donc, pour les émissions de CO2, les transports jouent un rôle très important. Tout ce qui est les bâtiments, le chauffage, la climatisation, beaucoup l'industrie est émetteur de CO2. Une bonne partie de la production d'électricité se fait avec des combustibles fossiles à l'échelle mondiale, donc très important. Et puis il y a aussi la déforestation. Alors, l'effet CO2 de la déforestation est légèrement compensé, mais très légèrement, de façon très insuffisante, par l'augmentation de l'albédo, l'augmentation du pouvoir réflecteur, du fait que le sol nu est plus réflecteur que ces forêts tropicales denses. Mais globalement, c'est quand même un émetteur important de CO2, puisqu'on n'a plus que 10% des émissions proviennent de la déforestation. Le méthane. Alors, le méthane, je vais commencer par le... J'ai perdu mon pointeur. Voilà, le méthane, c'est le gaz naturel. C'est aussi le gaz naturel. On l'a appelé gaz naturel, ça fait mieux que méthane. Donc, le gaz naturel, c'est du méthane, et on a des fuites au niveau de l'extraction, on a des fuites au niveau du transport, des fuites au niveau de l'utilisation, qui sont des choses absolument pas négligeables. Le méthane, il se forme dans tout ce qui est des fermentations anaérobies, donc dans tout ce qui est les déchets, mais aussi dans les fermentations qui se passent dans les panses des ruminants, pour la digestion de toute l'air qu'elles absorbent, et puis toutes les fermentations qui se passent dans les rizières pendant toute la période importante de l'année où elles sont inondées. Donc ça, ce sont les gros émetteurs de méthane. Ensuite, l'autre gaz à effet de serre important, c'est l'oxyde nitreux, connu aussi sous le nom de protoxyde d'azote ou aussi sous le nom de gaz hilarant. L'essentiel de ce qui provient enfin, tout ce qui est émis par l'homme, en fait, provient de l'agriculture et essentiellement du fait de l'utilisation d'engrais azotés de façon importante. Alors, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qui est relativement important, c'est le fait qu'on parle de réchauffement climatique, mais en fait, le changement du climat, ce n'est pas que le réchauffement. Et en particulier, surtout pas que le réchauffement de l'atmosphère. L'excès de chaleur absorbé par la Terre du fait de l'augmentation de l'effet de serre, il y en a 93% qui va dans l'océan. Il y en a seulement 1% qui va dans l'atmosphère. Le reste, c'est partagé à peu près par moitié entre ce qui est stocké par le chauffage des sols et ce qui est consommé par la fonte des glaciers alpins et des calottes polaires.
Voilà. Et donc, tout ça, ça a des conséquences importantes sur le climat. On augmente l'évaporation, bien sûr, puisqu'on chauffe l'océan. On perturbe le régime des vents, on perturbe les courants marins, donc on perturbe le régime des pluies, on modifie les régimes d'événements extrêmes, soit qu'ils soient plus nombreux, soit qu'ils soient plus violents, éventuellement les deux. Et donc, ne parler que du réchauffement, c'est oublier une partie très importante du phénomène. Alors, ce climat, qu'est-ce qui va en advenir? Qu'est-ce qui va en advenir? Ça dépend de ce qu'on va en faire. Et c'est ce qu'essaye de vous montrer ce transparent. Avec les modèles de climat français, il y a deux modèles, le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace en région parisienne et le modèle de Météo France, qui donnent à peu près les mêmes résultats. On a calculé la température moyenne du mois de juillet. Donc, toutes ces courbes de simulation en rouge et en vert pour les deux modèles, comparées aux mesures effectuées jusqu'en 2003, puisque c'est un calcul qui est déjà assez vieux. Donc, on ne suit pas rigoureusement l'évolution, parce que, évidemment, la météo est très fluctuante et le climat ne fluctue pas de la même façon. Donc, mais on a bien le même type de comportement. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la canicule de 2003, qui était absolument quelque chose d'inouï, quelque chose qu'on n'avait jamais connu depuis qu'on peut estimer les températures qu'il faisait en France. Et on a une estimation qui monte au XIVe siècle grâce aux dates de vendange d'un vignoble de Bourgogne. Donc, ce climat tout à fait exceptionnel de 2003, qu'est-ce qui va en advenir si on projette dans l'avenir? Alors, on a fait deux simulations. Une simulation où on ne limite pas les émissions de CO2, puis au contraire, une simulation, on a une réduction drastique des émissions. Si on ne limite pas les émissions de CO2, vous voyez que ce phénomène tout à fait exceptionnel, il va commencer à devenir plus fréquent dans les années, disons, un peu avant 2050. Vers 2050, ce sera la situation moyenne l'été. Et puis, si on continue comme ça, à la fin du siècle, ce serait plutôt les étés exceptionnellement froids qui seraient comme 2003. Si au contraire, on fait très attention, on va avoir beaucoup plus de canicules comme celle de 2003, mais ce sera quand même des événements rares, exceptionnels. Donc là, ça montre bien l'importance de faire attention. Une autre façon de montrer cette importance, c'est l'estimation du nombre de jours de canicule estivale en France. Alors l'estimation, les observations d'abord, ce qui a été observé sur la première décennie du siècle. Donc il n'y a qu'une partie, une frange ouest du pays qui atteint qui va situer entre 3 et 10 jours de canicule par an. Si on fait les projections climatiques avec les modèles pour voir ce qui se passera à la fin du siècle, eh bien, si on ne fait pas attention, on va avoir plus de 50 jours de canicule sur la plus grande partie du pays l'été. Si on fait très attention, on restera en tout cas en dessous de 30 et ce sera quand même beaucoup plus vivable. Un point sur lequel j'aime bien attirer l'attention, c'est ce qui se passe au point de vue évolution de la température au cours du siècle, selon qu'on fait attention ou pas. Vous avez ici donc le réchauffement tel qu'on peut l'avoir au milieu du XXIe siècle, vers 2050, et le réchauffement ce à quoi on arriverait à la fin du siècle. Alors, selon qu'on fait très attention, cette fois-ci c'est en haut, ou selon qu'on ne fait pas attention du tout, c'est en bas. Vous voyez qu'au milieu du siècle, on a bien un réchauffement
on a un réchauffement net partout, surtout de haute latitude, ce qui est bien ce qu'on sait, surtout sur les continents, mais on n'a pas de différence violente entre le fait de faire très attention ou le fait de ne pas faire très attention. Si en revanche, on va voir ce qui se passe à la fin du siècle, alors là l'effet est considérable parce que le climat a une grosse inertie et ce qu'on fait maintenant, ça commencera à se sentir sérieusement dans plusieurs dizaines d'années. Ça a une conséquence tout à fait fâcheuse, c'est que les gens qui doivent prendre les décisions pour limiter le réchauffement, nos gouvernements, nos élus, ils veulent être réélus. Pour être réélus, il faut faire plaisir à ses électeurs. Et les mesures à prendre pour limiter le réchauffement ne sont pas forcément des mesures qui seront très populaires. S'ils prennent des mesures impopulaires qui obtiennent des résultats tangibles, c'est très bien. Seulement, les résultats, il faut bien plus d'une législature pour obtenir des résultats. Donc, ça ne va pas inciter nos élus à faire des efforts. Donc, il faut vraiment qu'on les convainque qu'ils doivent faire quelque chose, même si les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Bon, je vais passer ici sur ces modèles avec les émissions correspondantes. Vous voyez que ce qui est important, c'est de montrer que les variations de température, les variations de température ici dépendent beaucoup donc, de la quantité qui sera émise. Et donc, on a ici des émissions possibles pour obtenir ces variations de température. Si on veut rester en dessous de 2 degrés, il faut vraiment être dans les émissions très basses. Sachant que la perturbation qu'on apporte, la Terre va réagir, mais elle ne réagit pas vite, la Terre. Le Groenland, il y a une partie qui va fondre, mais ça va mettre plusieurs millénaires, faisant monter le niveau des mers de plusieurs mètres. La nature finira par reprendre ses droits, mais sensiblement plus de 10 000 ans. Et donc, pour limiter le réchauffement au niveau actuel, le réchauffement de degrés, au rythme, au niveau le moins exigeant demandé par l'accord de Paris, ça veut dire que d'ici 20 ans, on ne doit plus émettre de CO2 du tout. Alors maintenant sur ce réchauffement, on raconte beaucoup de choses, et donc j'ai aussi écrit un livre pour essayer d'expliciter ce qu'il y a de vrai ou de faux dans ce qui est dit, sachant qu'en général, ce qui est dit, ça comporte toujours une partie vraie, éventuellement ensuite utilisée de travers pour dire quelque chose de faux. Alors, ce livre, je ne vais évidemment pas tout vous présenter parce qu'il est très gros, et puis en plus, je manque de temps. Je vais juste aborder quelques points sur le thème du réchauffement, de l'effet de serre, du CO2 et des modèles. Tout ce qui est en grisé, c'est ce que j'avais prévu de vous dire, mais clairement, je n'ai pas le temps. Donc, j'avais déjà prévu de le supprimer. Donc, sur le réchauffement, est-ce qu'il est dû à l'action de l'homme? Alors, il y a des gens qui disent la Terre, elle a connu un réchauffement aussi important, global, au Moyen-Âge, vers l'an 1000, et puis elle a connu un refroidissement global vers le 14e, du 14e au 19e, enfin surtout 15e au 19e siècle. Et tout ça, c'est la même chose que ce qu'on observe maintenant. Alors, il y a des gens qui ont fait des calculs de voir où est-ce qu'on observait un réchauffement de l'ordre de ce qui est attribué à l'optimum médiéval en fonction du lieu. Donc, connaître l'année où a eu lieu le réchauffement. Ce n'est pas une carte de température, c'est une carte d'année. C'est-à-dire que ce qui est foncé, c'est vers 1200, 1300, 1400. Ce qui est clair, c'est 900, 1000, éventuellement un musqué blanc, c'est avant. Ce qu'on voit, c'est que cet optimum médiéval, réputé global, eh bien, il n'était pas global, puisqu'il y a des périodes qui se sont réchauffées beaucoup plus tôt, et d'autres qui se sont réchauffées beaucoup plus tard.
on a eu un réchauffement à peu près partout, mais pas en même temps. Le refroidissement du petit âge glaciaire, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui ont été froides, ça a été froid un peu partout. Les périodes ici sont longues, hein, donc vu l'échelle, mais vous voyez qu'il y a des périodes qui sont refroidies bien plus tôt que d'autres, et ce n'était pas du tout simultané. Alors que si on regarde le réchauffement actuel, là c'est vraiment tout en même temps. Donc on voit bien que cette fois-ci, on a un phénomène global, alors que les phénomènes auxquels les gens se réfèrent pour dire que la Terre a déjà varié comme elle le fait maintenant, ce n'est pas vrai, ce n'était pas des phénomènes globaux. Le climat méditerranéen. Bon, ça va un peu avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la végétation. Le climat méditerranéen, il est en train de remonter la vallée du Rhône. Vous voyez ici sur cette carte, c'est un travail de l'INRA, vous voyez ici cette carte qui donne la situation moyenne entre 1950 et 1979. Les villes qui étaient en climat méditerranéen, celles qui sont marquées en jaune ici, vous regardez la même carte l'État en 2009, bon, vous voyez que cette partie en jaune, c'est énormément dilaté. Montélimar est complètement en jaune, et ça c'était la situation en 2009. Depuis, ça a encore monté. Maintenant, Valence serait aussi en jaune s'il refaisait la même étude. Alors, il y a des gens qui disent l'effet de serre n'existe pas, et ils sortent l'argument massu. L'effet de serre, il contredit le principe fondamental, le deuxième principe de la thermodynamique, qui est un principe absolument fondamental. Le deuxième principe de la thermodynamique, qu'est-ce qu'il dit? C'est que dans un système fermé, un système isolé, qui ne reçoit pas d'énergie, pas de chaleur de l'extérieur, s'il y a deux corps qui ne sont pas à la même température, la chaleur va du corps le plus chaud au corps le plus froid. Et les gens disent oui, mais regardez votre soi-disant effet de serre, vous dites que l'atmosphère réchauffe la Terre alors que l'atmosphère est plus froide que la Terre, que la surface du globe. Alors, quand ils disent ça, il y a deux choses, il y a deux grosses bêtises là-dedans. La première, c'est que l'atmosphère n'apporte pas de chaleur à la surface du globe. L'atmosphère, elle empêche de la chaleur apportée par le Soleil à la surface du globe de partir vers l'espace, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et puis le deuxième point, c'est que le second principe, il fonctionne pour un système fermé, un système isolé qui ne reçoit pas d'énergie de l'extérieur. Le système Terre-atmosphère, il reçoit toute son énergie du Soleil. Donc, ce n'est pas du tout un système fermé. Donc, évidemment, les gens qui disent ça, ils devraient revoir leur cours de physique de base. Alors, maintenant, il y a tous les gens qui disent oui, mais le CO2, il est pour rien dans le réchauffement. Et alors, beaux exemples, eh bien, la concentration de CO2 a beaucoup augmenté dans la première décennie de ce millénaire, alors que la température n'a pas beaucoup augmenté. Ces gens-là, apparemment, ils ignorent ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que le système climatique, il a une grosse inertie, et que ce qu'on émet maintenant, ce n'est pas maintenant qu'on va en voir les effets, mais c'est dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, c'est normal que l'augmentation de CO2 ne se voit pas directement sur la température. Et puis d'autre part, on a une augmentation moyenne de température, mais on ne supprime pas toute la variabilité interne du climat, les oscillations comme El Niño, La Niña, mais d'autres oscillations plus lentes, éventuelles, qui se superposent à la tendance à long terme, et donc il est normal qu'on ait des fluctuations. Et puis une grosse partie de la chaleur, ce n'est pas dans l'atmosphère qu'elle se trouve, c'est dans l'océan. 93% de la chaleur en excès se trouve dans l'océan. Il suffit étant donné qu'il n'y a qu'1% qui se trouve dans l'atmosphère, il suffit d'augmenter de 1% dans l'océan et il ne reste plus rien pour l'atmosphère. En fait, on a pu déterminer la quantité totale de chaleur stockée par la Terre, atmosphère plus océan, plus cryosphère, plus sol, et on constate que cette quantité de chaleur-là, elle n'a pas du tout cessé d'augmenter
début du XXIe siècle, a parfaitement poursuivi sa croissance. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, alors ensuite, il y a des gens qui disent que le CO2 dans l'atmosphère, ce n'est pas l'homme qui l'émet, c'est les océans. Le CO2 qu'on mesure dans l'atmosphère, ils disent que c'est l'océan. Alors en fait les océans, naturellement, non même pas naturellement, les océans, ils absorbent actuellement 100 milliards de tonnes de carbone par an, ils en émettent 98. Et qu'est-ce qui montre que les océans absorbent du dioxyde de carbone? Simplement qu'ils deviennent de plus en plus acides, leur pH diminue. Et donc ça veut dire que ce ne sont pas des émetteurs nets de dioxyde de carbone, mais au contraire des absorbeurs nets du dioxyde de carbone. Donc, ce n'est pas eux qu'il faut augmenter la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Alors les gens pour dire ça, ils se basent sur le fait que comme le carbone émis par combustion du carbone fossile n'a pas la même composition isotopique que le carbone atmosphérique, en suivant la composition isotopique, ils constatent que les molécules de CO2 émises par l'homme, elles ne restent que 5 ans dans l'atmosphère. Ça, la molécule elle-même, c'est vrai, mais évidemment, puisque l'océan, comme la végétation, absorbe et émettent énormément de carbone tous les ans. Donc, il y a un brassage de la composition isotopique, mais en revanche, ce brassage, il n'influe pas sur la quantité de carbone émis par l'homme qui reste dans l'atmosphère. La quantité n'est pas éliminée de l'atmosphère et il y a bien 50% de ce que l'homme émet qui s'accumule dans l'atmosphère tous les ans. Bon, ensuite pour la dernière série de choses dont je vais vous parler de ce que disent les gens, ils disent on prétend prévoir le climat dans 50 ans alors qu'on ne sait même pas quel temps il fera à Noël. Bon, c'est vrai, on ne sait pas quel temps il fera à Noël, mais on est sûr que décembre sera plus froid que juillet. Les gens confondent météo et climat. C'est pas parce qu'il fait froid aujourd'hui, parce qu'il fait chaud aujourd'hui qu'on est dans un climat chaud ou froid. Il faut voir une situation de base sur une période beaucoup plus longue, bien sûr. Et puis bon, d'un point de vue opérationnel, la prévision météorologique, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'évolution de la situation météorologique mondiale présente. Donc, les modèles tournent pour voir comment ça a évolué, comment ça va évoluer sur un temps pas trop long parce que le temps est chaotique et que donc assez rapidement on ne sait plus très bien comment on va aller d'un moment à un autre. Mais la projection climatique, elle, qui est donc au contraire des calculs très sur des durées très longues, ce qui conditionne le résultat, ce n'est pas la situation de départ, mais c'est l'environnement. Donc, il faut vraiment ne pas confondre météo et climat, ni au point de vue de ce qu'on voit, ni au point de vue de la façon dont on peut faire des prévisions. Qu'est-ce que j'ai marqué ici, ça? Ah oui, bon, là. Des gens qui disent que les modèles ne prévoyaient pas la faible augmentation des températures au début du siècle. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. L'évolution de température. D'abord, c'est l'évolution de la chaleur absorbée, ce n'est pas l'évolution de la température, puisqu'il y a d'autres phénomènes. Et puis les modèles, ils suivent l'évolution globale du climat, mais ils ne connaissent pas, les détails des fluctuations internes du système climatique. Ils ne peuvent pas prévoir les éruptions volcaniques. Donc, globalement, on suit bien ce qui se passe, mais pas dans les détails pour une chronologie
au jour, à l'année ou même à la limite à la décennie près. Pourquoi on ne parle que du CO2? On ne parle pas que du CO2, hein. On parle de tous les gaz. Voilà, vous avez ici l'évolution des différents gaz. Les modèles, évidemment, le prennent tous en compte. On ne parle que du CO2 parce que c'est le plus important dans les effets de serre additionnels. Donc, quand je dis on ne parle, ça veut dire les médias ne parlent. Les climatologues, bien sûr, prennent tout en compte. Mais en revanche, pour simplifier un peu la rhétorique, pour simplifier un peu les calculs, on remplace souvent les autres gaz par leur équivalent, par la quantité de CO2 qui aurait la même action. Voilà, donc, c'est la notion d'équivalent CO2. On ne parle pas de vapeur d'eau parce que la vapeur d'eau que nous émettons dans l'atmosphère, ce n'est pas l'atmosphère. D'abord, c'est très faible par rapport à ce qu'émet l'océan, à ce qu'émet l'évaporation en général. Et puis, la quantité de vapeur d'eau qui reste dans l'atmosphère, elle dépend de la température. Et si on ajoute davantage de vapeur d'eau, elle ne s'accumule pas, elle retombe sous forme de précipitation. De toute façon, toute la vapeur d'eau qui entre dans l'atmosphère, il séjourne au maximum 15 jours avant de retourner au sol sous forme de précipitation. Donc, elle joue un rôle parce qu'elle joue un rôle de rétroaction, puisque la température augmentant, la quantité de vapeur d'eau qui peut rester dans l'atmosphère augmente et donc l'effet de serre augmente. Le problème du consensus, les gens qui disent le GIEC, il fait du consensus, la science, ce n'est pas du consensus, c'est de la confrontation des idées. Bon, bien sûr, la science, c'est la confrontation des idées, mais la confrontation des idées aboutit à des consensus. C'est quand même un certain consensus scientifique qui dit que la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. On ne va pas le redémontrer à chaque fois. Et en ce qui concerne le climat, il y a un consensus sur le fait que le réchauffement actuel, il est provoqué par l'augmentation de l'effet de serre. En revanche, si on regarde les rapports du GIEC, on voit que sur les autres faits, sur les autres travaux utilisés pour établir les rapports, il y a loin d'y avoir un consensus sur tout. Et d'ailleurs, le GIEC fait bien état de toutes les opinions qui sont, toutes les opinions, tous les projets, toutes les théories qui ont cours sur le sujet. Donc, parler du consensus, c'est une erreur. Et puis alors, il y a des gens qui disent, mais oui, mais en fait, puisque l'énergie de la machine climatique provient du Soleil, c'est le Soleil qui règle le climat, et puis ça ne peut pas être autre chose. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si c'était une variation de l'intensité du rayonnement solaire, on sait qu'il y a des fluctuations sur cycle de 11 ans, et si c'était une variation de l'intensité du rayonnement solaire qui provoquait le réchauffement, on aurait le même réchauffement dans la troposphère, la partie basse de l'atmosphère qui est turbulente, celle où nous vivons, et puis dans la stratosphère au-dessus, qui est au contraire un milieu stratifié. Or, ce qu'on observe, les observations sont claires, c'est que la troposphère, la basse atmosphère se réchauffe, mais la couche au-dessus, la stratosphère, se refroidit. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment ce qu'on attend de l'effet de serre. Donc dire que ça provient du Soleil, ce n'est pas possible. Alors, il y a d'autres gens qui disent, oui, mais le Soleil, son activité émet un vent solaire. Le vent solaire module le rayonnement cosmique qui vient de l'espace qui atteint la Terre, et comme le rayonnement cosmique peut jouer un rôle dans la formation des nuages, si on module le rayonnement cosmique, on va moduler la quantité de nuages formés. Donc, on va éventuellement pouvoir avoir plus ou moins de nuages qui feront écran au rayonnement solaire. Il y a eu une très grosse expérience qui a été faite au CERN, donc avec une atmosphère artificielle irradiée par des particules pour simuler le rayonnement cosmique. Et la vaste expérience du CERN, l'expérience Cloud, a complètement démenti cette hypothèse. Voilà, alors pour terminer, je voudrais donc vous redire ce qui vous a été dit quand la conférence vous a été présentée. Donc j'ai écrit avec deux collègues, Pascal Bracolo et Valérie Masson-Delmoche,
Pascal Braconneau est une modélisatrice du climat. Valérie Masson-Delmotte est une glaciologue spécialiste du climat qui est actuellement l'une des deux, l'une des deux coprésidentes, enfin, l'un des coprésidents, des problèmes avec les noms masculins ou féminins, donc elle est coprésidente du groupe de travail du GIEC qui travaille sur les bases scientifiques du climat. Donc, ce livre, c'est un livre de la collection Introduction à, c'est édité par EDP Sciences. C'est un livre qui est fait pour présenter les choses, mais pas pour assommer les gens avec des calculs. Il n'y a aucune formule mathématique. Les choses sont écrites en langage aussi clair que possible, en principe accessible à tout le monde. Les raisonnements sur les modélisations sont parfois un peu plus ardus. Il y a énormément d'illustrations pour bien montrer, bien faire comprendre les choses, donc pas de formule mathématique. Et bien que ce soit évidemment quelque chose qui a été mis au niveau d'un public large, il n'y a aucune concession qui soit faite à la rigueur scientifique. Donc c'est un livre qui introduit, comme son nom l'indique, comme le nom de la collection l'indique, il introduit le lecteur au fonctionnement passé et présent du climat et il explore les voies vers son évolution. Le deuxième livre qui est sorti il y a quelques mois, alors là que j'ai écrit tout seul, c'est justement le livre où j'essaye de faire la part du vrai et du faux dans les affirmations qu'on entend sur le climat. Et ça, ce livre, donc, ce que je vous ai présenté dans la deuxième partie de mon exposé, c'était une très petite partie de ce qu'il y a dans ce livre. C'est un livre qui se consulte comme un dictionnaire, c'est-à-dire qu'on va chercher une phrase, on n'a pas besoin d'aller lire ce qu'il y a avant. S'il y a vraiment besoin de voir autre chose, il y a des renvois dans le livre pour y aller. Et puis tout ça c'est bien, mais le climat, c'est un domaine scientifique qui a son propre jargon. C'est un domaine scientifique qui a son propre jargon, qui n'est pas forcément directement compréhensible par le lecteur. Je pense que dans ce que je vous ai dit, j'ai beau faire des efforts, il y avait aussi du jargon. Et donc, des fois, on a bien envie d'avoir l'explication du jargon, c'est-à-dire le sens des mots, mais aussi à quoi ils servent, à quel moment on les utilise. Et donc, ça, c'est un livre électronique qui va être accessible, je pense, d'ici la fin du mois chez EDP Sciences, qui explicite donc les mots du climat et qui donne un certain nombre d'explications. En particulier, il y a une quinzaine d'encadrés pour expliquer des choses plus précises. Alors, un exemple de mots du climat qui ne sont pas forcément compris, qui m'a posé à moi des problèmes quand j'ai commencé à travailler sur le climat il y a maintenant 30 ans. Je voyais dans les documents qui m'étaient donnés par les scientifiques avec qui j'avais travaillé, on parlait des sources et des puits de carbone. Alors, source, je sais ce que c'est, je n'ai pas de problème. Mais qu'est-ce que c'est qu'un puits de carbone? J'ai pris mon dictionnaire, j'ai cherché ce que c'était qu'un puits. Puits, explication, source. Un puits, c'est une source. Ah oui, on a des sources et des puits. Qu'est-ce que c'est que les puits? Voilà. Bon, maintenant, on sait, depuis très peu de temps, on trouve maintenant sur les dictionnaires en ligne les puits de carbone, c'est-à-dire, en l'occurrence, les processus ou les endroits, les phénomènes qui font que du carbone est enlevé de l'atmosphère. Mais bon, pour la personne qui se lance dedans, qui ne sait pas, c'est bien d'avoir un vocabulaire pour expliquer. Donc il y a ce livre électronique dans lequel il y a 400 termes du climat et de la météorologie d'ailleurs, puisque les choses sont très liées, qui sont expliquées. Voilà. J'espère que vous avez pu suivre à peu près ce que je vous ai raconté. Et donc j'en ai terminé. Et j'ai juste une petite image pour voilà. Merci dire qu'on a un problème sérieux.
Alors, du coup, j'ai eu 2-3 questions qui sont venues dans les commentaires. Peut-être je vous les pose parce que je pense que vous pouvez répondre assez rapidement. Et puis, je vous mets la liste des 3 et puis voilà, vous pouvez répondre un peu au fil. Alors, du coup, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait en gros 93% de l'excès de chaleur qui était absorbé par les océans. Et du coup, que va devenir cette chaleur qui a été absorbée par les océans? Est-ce qu'elle va être relâchée à un moment dans l'atmosphère? Et si oui, est-ce qu'on est capable d'estimer à quelle échéance? Est-ce que c'est plutôt de l'ordre des décennies, du siècle, du millénaire? Ça, c'était une question d'Amar. Ensuite, il y a Olivier qui a posé une question sur quelle perspective peut-on envisager dans ce contexte donc, de réchauffement climatique pour les pays les moins développés. Et ensuite, Martine qui demande qu'appelle-t-on empreinte carbone? Comprend-elle l'empreinte carbone depuis le travail d'extraction des matériaux nécessaires à la fabrication des générateurs d'énergie? Une question un peu précise. Voilà. Donc pour commencer par les océans, est-ce que je peux peut-être supprimer le… Oui, le partage d'écran, oui, tu peux repasser directement, juste on ne verra que toi. Voilà, comme ça, voilà. Donc, en ce qui concerne les 93% de chaleur stockée dans l'océan, oui, un jour ou l'autre, ils repasseront dans l'atmosphère. Maintenant, un jour ou l'autre, ça dépend à quelle profondeur ils vont, et ça dépend comment vont évoluer les courants marins. Donc c'est très difficile à dire. Ce dont on est sûr, c'est qu'ils remonteront un jour à la surface. Et l'océan n'a aucune raison de les garder indéfiniment, mais vous avez vu que le processus de circulation thermohaline, c'est un cycle qui prend entre 500 et 1000 ans, typiquement. Ça veut dire que ça peut être dans plusieurs siècles. Je ne peux pas vous en dire plus de façon précise, mais ça peut être dans plusieurs siècles. Alors, la deuxième question, les pays les moins développés. Alors, les pays les moins développés, malheureusement pour eux, c'est aussi les pays qui souffrent le plus ou qui ont le plus à souffrir du réchauffement climatique, et c'est aussi ceux qui contribuent le moins à ce réchauffement. Donc, là, on a vraiment la nécessité absolue d'aider ces pays à se développer et à se développer sans augmenter de façon dramatique leurs émissions de dioxyde de carbone. En principe, c'est quelque chose qui est prévu depuis un certain nombre d'années maintenant par la communauté internationale, par les travaux des COP, des conférences des parties qui se réunissent tous les ans pour essayer de faire avancer la politique mondiale sur l'évolution du climat. Et les pays riches se sont engagés à financer de façon importante l'aide à ces pays qui en ont besoin pour les aider à se développer, c'est une chose indispensable, sans augmenter notablement les émissions de dioxyde de carbone. Et c'est clair que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire si on ne les aide pas. Alors, l'empreinte carbone, bon, ça c'est autre chose. Là, on entre dans la politique, c'est plus vraiment mon domaine. Enfin bon, je sais évidemment ce qu'est l'empreinte carbone. Ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est chaque pays émet une certaine quantité de dioxyde de carbone par ses activités. Mais dans la situation mondialisée actuelle, beaucoup des choses que nous consommons sont des choses qui sont importées. Et les choses qui sont importées, pour les produire, pour les transporter, il a fallu aussi émettre du carbone. Donc, ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est en fait la somme
de ce qu'on émet nous-mêmes comme carbone et du carbone qu'il a fallu émettre pour nous fournir ce que nous consommons et que nous ne produisons pas nous-mêmes. Est-ce que j'ai répondu aux questions, j'espère? Oui, tout à fait. Je reprends la parole, donc Pépino. Donc, écoutez, Monsieur Poitou, c'était exceptionnel parce que vous êtes allé dans tous les détails et tous les débats qui sont posés et souvent qui entravent la compréhension du climat. Ça, je crois que c'est vraiment un travail considérable que vous avez fait. Avec les livres que vous avez produits aussi, je pense qu'on doit pouvoir faire le tour de la question. Moi, je ne vais pas aller plus loin dans les questions parce que je ne veux pas trop prendre de temps. Simplement, avant d'annoncer le prochain programme pour les prochains mois, je voulais d'abord remercier Thomas, Fanny, Kevin et Marc qui permettent la réalisation technique et puis là, avec leur participation, le succès, je dirais, de nos rencontres. Notre première rencontre a très bien marché. Il est très suivi en replay sur YouTube, comme ce sera le cas pour cette deuxième rencontre. Et donc, je donne rendez-vous. Alors, je regarde un peu mes fiches. Le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 4 février avec François-Marie Bréon, qui est lui aussi climatologue. On pourra peut-être aussi avec lui évoquer peut-être plus en détail ce que j'aurais voulu faire avec vous, mais on n'a peut-être pas trop le temps aujourd'hui, les questions de comment on modélise le climat, et une question très, très intéressante et très, très importante. Le jeudi 11 mars, nous aurons Céline Guivarch, donc, qui est ingénieure, mais qui est surtout membre du Haut Conseil pour le climat. Et donc là aussi, ça va être un moment très important, parce que là, on verra plus comment, je dirais, les pays, et notre pays en particulier, s'intègrent dans l'effort nécessaire pour diminuer drastiquement les gaz à effet de serre. Et on peut aussi annoncer le jeudi 8 avril, donc là ce sera Bertrand Cassoré, qui a écrit un livre, donc qui est maître de conférence en physique, et qui a écrit un livre sur la transition énergétique, et donc qui donne un point de vue qui n'est pas souvent entendu, je dirais, dans les médias. Et donc ça, je crois que ça va nous préparer un premier trimestre très, très chaud, entre guillemets, et qui va nous permettre de mieux comprendre les différents enjeux de la problématique du climat, qui est un enjeu considérable, et qui a, je crois, d'abord et avant tout des aspects scientifiques, mais qui aura aussi, et nous y viendrons peu à peu, aux questions politiques et aux questions sociales qui sont liées, je dirais, aux choix nécessaires pour échapper au réchauffement excessif qui nous conduirait à un 2100 insupportable. Voilà, je passe la parole à Fanny. Et ben, du coup, on n'a plus qu'à vous d'abord évidemment remercier Jean Poitou pour le temps qu'il nous a quand même consacré et toutes les riches informations qu'il nous a communiquées. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous pour la 3e conférence, comme l'a annoncé Pépino. Et puis on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner soit à la version papier, soit à la page Facebook de Progressistes. Également, on a une chaîne YouTube. Donc, la conférence qu'il y a eu ce soir sera évidemment revisionnable et partageable donc sur nos différents réseaux sociaux. Donc, voilà, n'hésitez pas soit à la revisionner, soit à faire partager autour de vous. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous.